De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans votre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir nous allons parler d'accidents vaccinaux avec les représentants justement de l'AVAV, l'association des victimes d'accidents vaccinaux, qui est représentée par sa présidente Priscilla Loferne. Bonsoir Madame Loferne. Bonsoir. Nous avons également Sandrine Adolphe, la vice-présidente. Bonsoir. Ainsi que Philippe Brudet, le trésorier de l'association. Bonsoir Monsieur Brudet. Alors on va commencer avec Madame Loferne, puisque la démarche a été initiée effectivement par vous. Vous avez témoigné dans une émission. Ça s'est pas trop bien passé finalement par la suite. Il y a eu des commentaires assez cinglants sur votre témoignage. Comment vous l'aviez vécu déjà à ce moment-là ? Alors franchement, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu après, pas du tout. Parce que quand on regarde bien, les témoignages étaient peut-être cinglants juste parce que certains se posaient la question. C'est vrai, mais les critiques n'ont pas vraiment été par rapport à mon témoignage. Si on regarde bien les critiques, rarement par rapport au témoignage. Peut-être plus par rapport au fait que oui, les personnes qui ont les effets secondaires, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est de minimiser un peu. Voilà, c'est minimisé. Mais si vous regardez bien, très peu de commentaires ont vraiment été cinglants me concernant. C'était plutôt par rapport à la journaliste et l'organisation de l'émission en elle-même, qui a été traitée de complotiste parce qu'on parlait justement des faits de vaccination. Déjà, est-ce que vous comprenez cette réaction au moment de votre témoignage ? Oui, je pense que j'ai cette capacité à essayer de comprendre les autres. Je peux le comprendre, l'accepter, c'est autre chose. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner ? À l'époque où j'ai témoigné, j'étais dans une situation où on me demandait de faire une deuxième dose parce qu'en fait, je suis diététicienne, je travaille en clinique. La première dose, je l'ai faite bien avant l'obligation vaccinale, donc je l'ai vraiment faite pour, comme je l'avais dit, pour protéger les autres. Et au bout quand l'obligation vaccinale est passée, 3 mois après le début de mes effets secondaires, je savais que je ne pouvais pas prendre de deuxième dose. Donc je me retrouvais dans une situation où j'allais être suspendue. Et personne ne s'occupait de... Tout le monde pensait que mes effets secondaires, c'était... Enfin, personne ne prenait en charge mes effets secondaires. Donc c'était vraiment pour crier ça, en fait. C'est pour dire qu'il y a quelque chose d'inhumain, en fait, dans tout ce qui se passe. Et à la base, c'était vraiment pour dénoncer cette situation. Et finalement, quand j'ai préparé cette émission, quand j'ai commencé à parler de ce que je vivais, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi. Et c'est après que l'idée m'a été donnée. En fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée de créer une association. C'est un médecin qui m'a dit je vois beaucoup de personnes. Donc c'est un médecin même qui vous a... C'est un médecin qui m'a dit je vois de plus en plus de personnes comme toi qui passent. Il faudrait faire quelque chose. Et sur le coup, j'étais pas en état physique et mental parce que j'étais usée, fatiguée. Et finalement, quand j'ai su que j'avais vraiment un problème au cœur, ce qu'on m'avait dit pendant des mois et des mois que je n'avais rien, je me suis dit non, là, il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a quelque chose à faire. Mais vous avez vraiment senti un changement après la première vaccination ? Ah oui, c'est clair et net. Ah, c'est clair et net. Parce qu'on dit que c'est difficile d'établir le rapport de quand cause à effet. Quand vous avez des fourmillements 2-3 heures après une première vaccination et que, on va dire 3-4 jours après, votre bras commence à vous faire un mal atroce, vous avez le cou, vous avez l'impression qu'on l'a mis dans un étau, c'est pas compliqué de se dire qu'il y a un fort lien, des brûlures dans tout le corps, des fourmillements, des migraines. Alors moi, peut-être que je suis à l'écoute de mon corps. Moi, je souffre d'une maladie qui s'appelle l'endométriose, en fait, depuis plus de 30 ans. Donc, je sais très bien comment je fonctionne et je sais rapidement la cause... Enfin, vous avez déjà un rapport à la douleur, déjà J'ai déjà un rapport à la douleur. Donc, quand quelque chose arrive de nouveau, c'est rapide pour moi de comprendre d'où ça vient. Mais c'était flagrant pour moi. C'était flagrant, mais pas visible. C'était plutôt intérieur. Oui, voilà. Donc, quand vous témoignez, on minimise un peu vos témoignages ? Bien sûr, mon médecin même, voilà, quoi, c'est bon. Les collègues, on n'a jamais entendu parler de ça. Oui, tout est minimisé. Tout est minimisé jusqu'à maintenant, tout est minimisé, oui. Jusqu'à maintenant ? Oui. Parce que votre témoignage date de quand même il y a plusieurs mois. C'est ça. Et la situation n'avance pas, concrètement, pour la reconnaissance des effets secondaires ? Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. La reconnaissance, c'est autre chose, oui. Alors, est-ce qu'on a pu mettre un diagnostic sur ce dont vous avez souffert à ce moment-là ? Dont je souffre encore. Ah d'accord, donc vous... Bien sûr, oui. Oui, je pense donc ça persiste. Ça persiste. Je pense que j'ai perdu 30% de mon énergie. Oui, je ne suis plus la même personne, ça c'est clair. Je travaille à mi-temps et pas à plein temps.
Oui, je ne suis plus la même personne, c'est clair. Donc vous êtes diminué. Je suis diminuée, oui. Et atteinte au niveau cardiaque? Cardiaque, normalement, la péricardite s'est résorbée, mais justement, il y a d'autres symptômes qui ne sont pas liés à la péricardite. La fatigue, la faiblesse musculaire, la fatigue intense, c'est pas une péricardite guérie qui fait ça. Ça n'a rien à voir. Donc il y aurait la péricardite et éventuellement d'autres choses. Exact. Mais comment le faire diagnostiquer quand on refuse finalement de vous écouter? Et quand les diagnostics, chaque médecin a son diagnostic, en fait. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent que ça peut être en lien avec la vaccination? Oui. Il y a des médecins qui le reconnaissent, oui. Et est-ce que les données sont remontées justement au niveau national? Alors oui, les données sont remontées apparemment par les médecins qui veulent bien déclarer les effets secondaires. Mhm. Mais ce n'est pas parce que c'est remonté qu'il y a un lien de fait. On Ce voit sont bien deux choses la différentes. problématique sur les règles des femmes, les perturbations au niveau menstruel qui sont toujours pas reconnues. Alors effectivement, on a des centaines et des centaines de cas. Donc l'association, vous l'avez créée quand? Alors l'association a été créée, donc nous sommes une bonne quinzaine, on a travaillé bien 3 mois sur ce projet entre janvier et mars. Et l'association a vu le jour officiellement le fin mars. Voilà, fin mars. Donc Madame Adolphe vous a rejoint par exemple. Pourquoi vous avez rejoint cet asso? Alors moi, j'ai pas du tout la même expérience que Priscilla. En fait, moi, j'ai choisi en fait de prendre le vaccin. Première dose, deuxième dose, et en fait, j'ai été malade suite à la troisième dose. D'accord. Donc, suite à la troisième dose, j'ai eu des inflammations, enfin des œdèmes un peu partout sur le corps, des douleurs et que j'ai encore jusqu'à maintenant. Et, Votre dernière vaccination date de quand? De décembre. De décembre? Oui. Ah d'accord. Oui, de décembre. Et donc, j'ai eu des traitements par des antihistaminiques, par toutes sortes, par des anti-inflammatoires. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mieux. J'ai toujours des douleurs, j'ai toujours des fourmillements, j'ai toujours des vertiges. Enfin, voilà. Mais c'est un état que vous ne connaissiez pas avant la vaccination? C'est la vie qui a complètement changé. D'accord. Là, j'ai repris le boulot, j'ai dû être arrêtée un moment, j'ai repris le boulot. Bon, je suis cadre, donc c'est compliqué pour moi d'être à temps partiel. Mais bon, j'essaie d'avoir une vie normale. Mais je suis à 50% de mon temps entre médecin, examen. Voilà, c'est comme ça maintenant. Est-ce qu'on arrive à poser un diagnostic clair sur ce que vous avez? Pas du tout. En fait, j'ai vu il n'y a pas longtemps un médecin, un spécialiste de médecine interne, qui s'est un peu gratté la tête en se disant, oh là là, mais bon, on va vous faire un scanner cervico-thoracique, on va essayer de comprendre, mais finalement, on ne voit rien. Donc, c'est ça, en fait, le souci, c'est que c'est difficile de poser un diagnostic. Et derrière, nous, on a des douleurs, on continue d'avancer. Et puis, bon, après, c'est sûr que il faut avancer, il faut continuer. Donc, on part maintenant, on se dit maintenant, j'ai mal, j'accepte finalement d'avoir mal et je continue à vivre normalement. Parce que finalement, en fait, quand on dit, aujourd'hui on dit on a mal à la tête, demain on dit on a mal aux jambes et après-demain on dit on a mal aux poignets. Donc du coup, le premier jour, on vous dit ah mince, deuxième pareil, mais troisième jour on se dit bon, ça commence à faire beaucoup là. Elle sait pas où elle a mal en fait. Donc c'est ça, c'est ça le problème. Elle sait pas où elle a mal, donc on vous écoute une fois, deux fois, mais bon à la troisième fois il n'y a plus personne qui vous écoute. Donc c'est pour ça que moi en janvier, j'étais un peu, ma famille était autour de moi, j'ai eu des personnes qui étaient à l'écoute et je dois préciser que mon médecin était 100% à l'écoute. Vraiment, mon médecin tout de suite a réagi et a compris que c'était dû à la vaccination. Puisqu'en plus, ce qui m'a un peu sauvée, entre guillemets, c'est que j'ai eu une plaque rouge sur tout le côté où j'ai été vaccinée. D'accord. En plus des gonflements, des œdèmes, Donc ça, c'était quelques heures après la vaccination, quelques jours après? Oui, c'était peut-être 2 jours après. 2 jours après votre troisième dose. Voilà. Donc la réaction inflammatoire, donc c'est visible. La réaction inflammatoire, c'était vraiment des gonflements sur tout le côté ici.
Et douloureux, bien sûr, hein, depuis les aisselles, les bras, l'avant-bras. Et puis, 2 jours après, la plaque rouge, vraiment une réaction allergique, en fait. Vraiment une réaction allergique. Et puis, juste après, j'ai eu, c'est passé de l'autre côté. Et puis, les bras, les jambes, enfin, tout le corps. Et puis, j'étais réveillée par des douleurs au niveau du poignet, des chevilles, enfin, c'était assez particulier. Et donc, du coup, j'ai vraiment eu envie de me rapprocher de... En fait, je me suis sentie un peu seule parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'étais arrêtée, je reprenais, j'étais arrêtée, je reprenais. Et puis, j'ai voulu rencontrer d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, en me disant peut-être qu'ils ont la même chose que moi, qui pourront m'aider. Et c'est comme ça que j'ai appelé Priscilla, qu'on s'est mis d'accord. Et puis, on a créé, enfin, avec l'aide bien sûr de toutes ces personnes qui sont autour de nous, parce que autour de nous, il n'y a pas que des personnes qui ont des effets indésirables, il y a aussi des personnes qui nous aident, puisque aujourd'hui on est bien, demain on est fatigué. Donc ça varie, ça dépend des jours, effectivement. Oui. Donc vous êtes au gré du temps un peu. C'est ça. Oui. C'est une nouvelle vie assez particulière. Vous êtes un peu remonté contre les personnes qui vous ont vacciné? Moi, j'ai choisi de me faire vacciner. Donc, moi, je me dis qu'un vaccin, c'est un médicament. C'est les médicaments, il y a des effets indésirables. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, moi, très sincèrement, lorsque j'ai rejoint une association, le premier rendez-vous en fait qu'on a eu, on a fait un petit Zoom avec des personnes qui étaient malades et je me suis rendu compte que dans tout mon malheur, j'étais hyper chanceuse. Pourquoi? Parce que mon médecin était à l'écoute. Mon médecin a vraiment très très bien réagi et j'entendais des gens qui disaient le médecin leur a dit vous avez un problème à la tête, ça va pas du tout. J'entends quelqu'un. Il y a même des médecins qui ont prescrit des antidépresseurs à certaines personnes. C'est un des traitements voilà. C'est antidépresseur. Voilà. Antidépresseur direct, effectivement. Et... Parce que de toute façon, psychologiquement, quand vous avez une douleur, quand vous pensez qu'à ça, qu'à la douleur, aux problèmes que vous pouvez rencontrer, vous avez effectivement un problème psychologique. Il y a quelque chose qu'il faut traiter. Surtout que c'est lié aussi. C'est lié, mais oui. C'est une horreur, quoi. Et donc, en échangeant avec ces personnes, j'entends celle-ci qui dit je suis arrivée aux urgences, on a dû me choquer parce que mon cœur s'arrêtait. Une autre qui dit j'ai du bruit, oui, voilà, des brûlures ou du bruit dans la tête, ça tape et ça ne s'arrête pas. Et moi, et vraiment, là, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis chanceuse. Effectivement, j'ai des problèmes, donc je vais me calmer, je vais me dire, ça se règle. On peut surmonter ça. Voilà, on peut surmonter ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends mes petits papiers et je m'en vais? Ou est-ce que j'aide ceux qui ont vraiment des problèmes bien plus importants que moi? Donc déjà, vous avez été finalement bouleversé, on va dire, entre guillemets, par votre malheur, mais le fait d'entendre qu'il y a encore pire autour de vous, donc vous pousse effectivement à réagir. Oui, parce que je me suis complètement investie. Bon, je n'avais pas spécialement l'intention de m'investir dans cette association. Je me renseignais, en fait. Et finalement, j'en suis la vice-présidente. On travaille ensemble avec tout le groupe. Et on échange, on a des idées, on a envie de faire avancer les choses. Donc, vraiment, oui, je pense que je me suis complètement investie dans cette association, oui. Et puis, il faut s'exposer aussi, parce que je n'étais pas censée passer à la télé pour parler de ça. Voilà, je sais pas, par rapport à mon métier, j'avais pas spécialement envie qu'on me voie, mais voilà. Mais il y avait une espèce de pression, effectivement, aussi beaucoup, et une espèce d'omerta autour de la vaccination. Vous l'avez senti? La pression, de toute façon, il fallait se faire vacciner. Même à mon travail, je devais être vaccinée. Donc, après, ça a été mon choix.
en ce qui me concerne, ça a été mon choix. Et c'est ça, en fait, parce que moi, je voulais absolument pas rentrer dans un groupe où on parle de pro-vax ou anti-vax. Parce que j'ai déjà décidé de me faire vacciner en Jaffaye. C'est fait, en prix, c'est fait. comme on dit. Hein? Et donc, du coup, moi, franchement, ça m'embête que quelqu'un vienne me dire « Mais pourquoi tu t'es fait vacciner ?» Mais j'ai déjà fait. Alors pourquoi? Inutile de vous moraliser, alors que bon, on ne peut pas revenir... Ça fait plus mal que je préfère que quelqu'un me dise « Bon, ben, comment je peux t'aider ?» que « Ah, mais pourquoi tu as fait ça ?» Mais souvent, c'est ça, en fait. Les gens vous disent « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Mais j'ai déjà fait. Donc, maintenant, on trouve moyen de m'aider, en fait. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment ça, de rentrer dans ce groupe et pouvoir aider les personnes autant que je peux. Voilà. Et vous l'avez dit, il n'y a pas que des personnes qui ont souffert effectivement d'effets secondaires. On a Monsieur Philippe Brudet, qui est trésorier donc de la VAV. Bonsoir Monsieur Brudet. Bonsoir. Pourquoi avoir effectivement accepté de prendre part à cette association, concrètement? Quand j'ai entendu par rapport à Priscilla, j'ai vu l'émission. Vous avez entendu son témoignage? Ah oui, le témoignage, j'ai vu l'émission auquel elle a assisté. Et je me suis dit, elles auront besoin d'aide. Bon, déjà vu le métier. Donc déjà, vous avez pris ça au sérieux? Ah oui, j'ai vu de suite. Et après, j'ai vu l'annonce où elle cherchait des personnes afin qu'on puisse déjà réfléchir pour aider ceux qui sont malades. Non, on ne parle pas encore d'association, mais vraiment pour aider, pour faire un groupe, savoir comment on peut faire avancer les choses. Là, automatiquement, je me suis rapproché d'elle et j'ai pris cette décision-là parce que, comme elle disait, aujourd'hui, elles peuvent aller bien, mais demain, ça n'ira pas. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours à côté d'elles pour pouvoir prendre le relais au moment qu'il faut, au moment où elles sont défaillantes, qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le relais. Et c'est pour cela, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu de vaccin pour les aider. Et comme elle disait, on n'est pas là, l'objectif n'est pas là pour les juger, mais pour les accompagner, pour les aider. Et c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Vous avez constaté qu'il y a trop de jugements autour de cette question-là? Ah oui, énormément. Énormément. Et comme je disais, c'est pourquoi. On n'est pas au pourquoi, il y a un moment qu'il faut arrêter le pourquoi. Elle a pris la décision, malheureusement, ça s'est mal passé, parce qu'il y a pour d'autres personnes que ça s'est bien passé. D'accord, mais il y a d'autres qui... Il y a elle, celui-là, que ça s'est mal passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et vu le contexte, le contexte est plus à les mettre dans un coin et à les oublier. Et de leur dire, taisez-vous, ne faites pas de bruit. Au contraire. Ça, vous n'acceptez pas ça? Non, de dire que, voilà, on est là. Il y a des gens qui ont des effets secondaires, on est là pour les aider. Et aussi, le but pour nous jusqu'à ce soir aussi, c'est de dire, il y a d'autres, parce que nous sommes une trentaine dans l'association, mais il y a énormément qui ne disent pas qu'ils sont chez eux. Donc une trentaine de membres actifs dans l'association? Voilà. C'est ça. Voilà. Enfin, de membres, dont une quinzaine actifs. Voilà, une quinzaine qui a les effets secondaires. D'accord. Et nous, on veut dire, il y a un endroit où vous pouvez venir, que vous serez écoutés et non jugés, qu'on va vous aider avec les moyens qu'on a pour aller le mieux possible. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc la première phase d'aide, c'est quoi? C'est l'écoute? La première phase d'aide, c'est vraiment l'écoute en fait. C'est l'écoute et sans jugement, comme disait Philippe, sans préjugés, une écoute bienveillante en fait, et puis rencontrer des personnes qui vivent la même chose que vous, des symptômes, des mots que je n'avais jamais entendus de ma vie.
des bruits dans le corps, des fourmillements, des vibrations, des tremblements. C'est des Le mots panel que- est large. Le panel est large. Les règles abondantes, c'est même pas abondante, c'est hémorragique, c'est des migraines atroces, des problèmes de thrombose, enfin, des problèmes cardiaques, des problèmes d'essoufflement. Enfin, c'est des mots que je ne connaissais pas. Pourtant, je suis en lien avec des malades tous les jours. Mais pour moi, c'est un nouveau vocabulaire, en fait. Il y a même des choses que certaines adhérentes ne peuvent même pas décrire. Même moi, ça m'est arrivé, c'est quand, par exemple, quelque chose de tout bête, c'est quand j'ai arrêté d'avoir ces vibrations dans le corps, là, je me suis rendu compte, en fait, j'étais un vieux réfrigérateur pendant bien 7 mois, en fait, je faisais du bruit, je vibrais, et c'est quand ça s'est arrêté que je me suis dit, ah, en fait, c'est ça qui me rendait malade. Mais comment dire ça si on ne sait pas que ça existe? Donc oui, le panel est vraiment large, quoi. C'est assez impressionnant, ouais. Donc, écoute entre vous. Est-ce que vous avez justement des professionnels de santé qui sont là aussi pour essayer Oui. quand même de vous aider à trouver des solutions, à rassurer? C'est ça. Ben, l'idée de l'association, en fait, le but, c'est aussi de mettre à disposition, c'est un grand nom, c'est un grand mot, c'est proposer des prestations à tarif réduit, notamment par rapport aux psychologues. Certains ont accepté de voir certaines personnes de manière avec des coûts réduits, mais aussi faire des groupes de parole, Mais tous ces personnes qui veulent bien nous aider, il y a quand même un coût. Donc on le propose, mais c'est quand même limité par rapport à nos moyens en fait en ce moment. Ouais. Mais l'idée c'est de faire, par exemple la semaine prochaine on a un groupe de parole avec un psychologue. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il vous faudra un petit peu plus de moyens Oui, je laisserai Monsieur Brody en parler. avant de venir justement sur cet aspect-là. On continue un peu sur l'aspect santé. Fini la vaccination pour vous? Ah oui. Parce qu'il y a 2 doses de rappel, techniquement. J'ai eu un certificat de contre-indication parce qu'une péricardite a été détectée. Si c'était pas ça, j'aurais été suspendue, malade et suspendue. Mais moi, j'ai eu la chance, c'est triste à dire, j'ai eu un problème cardiaque qui a fait que j'avais possibilité d'avoir un certificat de contre-indication. D'autres, par contre, n'ont pas cette chance. On nous parle de péricardites qui sont bénignes. Ah oui, la péricardite. Alors oui, c'est vrai qu'en général, c'est connu dans le milieu médical que la péricardite, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'eau autour du cœur. C'est la membrane du cœur. Il y a une membrane autour du cœur et cette membrane a de l'eau. Donc la péricardite peut se résorber de manière naturelle, même sans traitement, d'où on parle du côté bénin. C'est bénin. Sauf qu'on a constaté que dans les personnes qui souffrent d'effets secondaires, la péricardite revient. On a une adhérente pour qui... Il y a des récidives. Elle récidive, voilà. Parce que même moi, au bout de 7 mois, on m'a dit, au bout de 7 mois, vous découvrez une péricardite. Rien ne prouve que c'est dû au vaccin. Oui, mais là, on est vraiment... c'est pas à moi d'expliquer aux médecins ce qui se passe, en fait. Ça m'énerve un peu, d'ailleurs. Donc, oui, c'est bénin. Par contre, il y a une autre maladie qu'on peut dire bénigne, c'est la myocardite. C'est l'inflammation vraiment du muscle cardiaque. Ça aussi, ça peut se résorber, ça peut se guérir tout seul. Mais ce qui est traître, c'est que dans le temps, on sait que ça peut se guérir, mais dans quelques années, ça peut donner une insuffisance cardiaque. Donc, parce qu'on dit que les lésions, justement, au cœur ne se réparent pas. Écoutez, vous m'apprenez quelque chose. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Pour la péricardite, apparemment, ça se répare. Mais la myocardite, moi, ce que je trouve particulier, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se sont senties très mal après ce vaccin, qui ont guéri peut-être tout seuls. Et dans quelques années, qu'est-ce que ça va donner? On pourrait avoir des effets justement sur le long terme, puisqu'on ne les connaît pas sur ce vaccin dans tous les cas. Pas, voilà. Moi, je demande un examen qui s'appelle l'IRM cardiaque pour voir si j'ai une myocardite. Je le demande depuis 5 mois. Et toujours pas de résultat. Non. Mais c'est vrai que clairement, on n'est pas médecin et on vit sur une île où on a des médecins, de jeunes médecins antillais qui sont rentrés au pays pour aider la population. Et aujourd'hui, vraiment, on voudrait aussi faire appel à tous ces médecins qui doivent nous écouter. Parce que quand un patient va voir un médecin et qui lui dit écoutez, ça n'a rien à voir avec la vaccination. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête, parce qu'effectivement, il y en a il y a pas mal de personnes à qui on dit que c'est dans votre tête. Moi, comme je dis, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui m'accompagne, mais qui me dit, là, on arrive à la limite de ce que je peux faire, parce que, il faut voir quelqu'un d'autre, un spécialiste. Donc, voilà, après, j'enchaîne sur autre chose. Mais là, moi, je lance un appel aux médecins, parce que c'est vrai que, clairement,
disons les choses comme elles sont. J'ai l'impression que les médecins sont un peu frileux à vouloir s'investir dans ce groupe, en fait. On a déjà demandé. Pour l'instant, on n'a pas vraiment... on a des médecins qui se sont joints à nous, mais c'est souvent des médecins qui ne se sont pas fait vacciner, par exemple. Donc voilà, alors est-ce que, comme on l'a dit, on n'est ni anti-vax ni pro-vax, mais bizarrement, quand Philippe parlait du pourquoi ci ou pourquoi ça, les gens qui demandent pourquoi, eh ben, figurez-vous qu'on me demande pourquoi je suis dans cette association. Parce que y a quelqu'un qui m'a dit, moi je veux bien rentrer dans l'association, mais vous voyez, mais tu vois, ça fait un peu anti-vax. Et il faut expliquer que ça n'a rien ni d'anti-vax ni quoi que ce soit. Moi, je veux juste qu'on trouve un parcours de soins pour des personnes qui ont besoin de médecins. Qu'on trouve des médecins qui puissent écouter et entendre des patients, des gens qui sont malades. Donc voilà, on est vraiment dans cette optique, on n'est pas dans une optique... Mais c'est là qu'on voit vraiment que la scission, que la rupture est profonde finalement, avec ces deux camps qu'on a érigés les uns contre les autres, donc les pro-vax et les anti-vax. Et effectivement, les médecins doivent être frileux pour ne pas être associés peut-être à la casquette anti-vax. Mais maintenant, on n'entend même plus pro-vax, anti-vax, mais dans les esprits, surtout au début, là, quand on montait l'association, il y a des gens, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a eu des effets secondaires et je lui dis mais rejoins-nous, si tu vas mieux, c'est bien, maintenant tu pourras aider les autres. Mais tu vois, mais je fais partie d'un milieu avec des personnes qui pensent que, je me suis dit, c'est dommage, c'est dommage. La santé passe après finalement. Ça passe après les on dira. Oui, mais bon, quand je vois quand même des personnes relativement jeunes qui s'en vont parce que crise cardiaque ou autre, je me dis qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que l'on trouve un parcours de soins approprié pour ces personnes qui ont été vaccinées et que derrière, Priscilla parle de l'IRM cardiaque. Quand on a un problème cardiaque et qu'on attend 6 mois à 7 mois pour passer l'examen... Juste l'examen. Juste l'examen, c'est quand même problématique. Celle que l'adhérente qui a été choquée aux urgences, elle a attendu 6 à 7 mois aussi. Je crois aussi. Pour avoir son IRM. Donc, oui. C'est pas normal. Il faut vraiment qu'on trouve un parcours de soins spécifique pour ces personnes. Parce que comme j'aime le dire, il y a des personnes qui ne se sont pas fait vacciner. On leur a trouvé un parcours pour les aider à refaire leur vie. Ben c'est normal, je suis tout à fait d'accord avec ça. Les gens qui ont eu le Covid, ils ont un parcours derrière. Covid long. Et nous, on s'est fait vacciner. On a accepté de le faire. Des fois, certaines personnes ont été forcées de le faire, malheureusement. Aussi. Et on n'a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous. Vous êtes complètement laissé pour compte. C'est vrai qu'il y a... on élude la question des effets secondaires. Qui peut nous écouter, et encore, il faut le trouver, on n'a rien. Et c'est ça qui est problématique. Vous trouvez ça injuste ? Ah ben oui, c'est injuste. La santé concerne tout le monde, donc a priori. Oui, c'est injuste. C'est plus qu'injuste, c'est inhumain. Il n'y a plus d'humanité, en fait. Cette vaccination, on aurait dit que ça a rendu des personnes qui, pour moi, représentent l'humanité, les médecins. Enfin, je suis désolée. Ça, c'est mon vécu qui parle. Moi, contrairement à Sandrine, je suis remontée. Je le suis encore. Je trouve ça, pour ces personnes-là, je trouve ça inhumain. Pas que les médecins, toutes les personnes, en fait, qui ont mis en place cette vaccination, pour moi, ils ne prennent pas leurs responsabilités. L'humain n'était pas au centre de cette campagne ? En tout cas, peut-être au début, mais quand il y a des effets secondaires, là, c'est parti. Ouais, c'est parti. Mais c'est vrai que, en tant qu'adhérent de l'association ayant des effets secondaires, on n'est pas tous au même niveau. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai encore des effets secondaires. Je n'ai pas de diagnostic préétabli, je n'ai pas un traitement prédéfini. Donc, voilà, j'ai un traitement qui fait que, qui n'est pas
voilà, c'est un peu du bricolage en attendant, en fait. C'est clairement. Et aujourd'hui, voilà, moi, je suis vraiment dans l'optique que je veux aller mieux. J'ai envie d'aller faire du sport. J'ai envie de m'écrire parce que j'ai pris des kilos, du coup. Voilà, j'ai envie d'être bien dans ma peau, de mon bien-être. J'ai envie d'avancer à ce niveau-là. Il y en a qui ont déjà dépassé ça, comme Priscilla, bon, même si elle en souffre encore, mais bon, elle est déjà un peu plus avancée dans son cheminement. Et bon, elle est peut-être plus dans la colère. On a d'autres adhérents aussi qui sont vraiment dans la colère, mais c'est justifié parce que Ça peut s'entendre, faire très tout ça clairement. par encore seul, ça peut entraîner la colère, ça c'est clair. Comme vous le dites, il y a ces personnes qui, comme vous, ont fait leur choix, donc qui acceptent d'une certaine façon les effets secondaires, puisque ça fait partie du lot, on va dire, mais qu'il y ait au moins une prise en charge à l'issue, que vous ne soyez pas laissé pour compte et qu'à la limite, on fasse les gens passer pour fous, quoi. Ben, c'est une réalité qu'il y a des effets secondaires. Moi, Mais c'est très minimisé quand oui, on mais entend le discours. C'est pas que j'accepte, mais j'ai pas le choix. J'ai des effets secondaires. Donc, j'ai pas le choix. Maintenant, j'ai envie que ça s'arrête, ça c'est clair. Mais j'ai pas le choix, donc je me bats contre ça, je me bats pour aller mieux. Et puis, je me dis, ben, qu'est-ce qu'on fait derrière pour nous accompagner? Dans tous les cas, à un moment donné, il faudra que les autorités se mêlent un peu dans tout ça pour qu'il y ait des parcours de soins spécifiques justement pour les personnes vaccinées et en particulier pour les femmes parce qu'on a ces problèmes de règles, de troubles des menstruations qui sont énormes. Il y a des témoignages qui remontent tous les jours et bizarrement, même au niveau européen, ça a été signalé, mais ce n'est pas encore pris en compte et on avoue que bon, on s'interroge dessus. Vous voulez rajouter ? Non, pas spécialement. Enfin, c'est juste dire que oui, le but de l'association, c'est de répondre à la problématique. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui souffrent d'effets secondaires? Et vraiment, le but de l'association, c'est ça. On a deux médecins qui nous ont rejoints. Enfin, un depuis un mois, l'autre depuis peu de temps. Mais c'est vrai que il faudrait plus d'aide, en fait. Plus d'aide, plus de thérapeutes qui acceptent de nous aider ou plus de moyens, je ne sais pas. On a mis en place des activités, des Zooms, on fait régulièrement des Zooms, des ateliers. Par exemple, la semaine dernière, on avait comment faire une demande de dossier à l'MDPH, comment déclarer ses effets secondaires. On en a fait quelques-uns aussi. Enfin, l'idée est de mettre en place des... Ah ouais, parce qu'on peut effectivement basculer dans le handicap, effectivement, quand vous parlez mais 40% d'énergie de perdue, moi je suis en mi-temps thérapeutique, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir retravailler à plein temps. Le mardi, pour moi, je suis un vendredi, niveau fatigue. Hein. Là, vous me voyez là, mais... Enfin, c'est pas évident, quoi. En fait, ce qui est traite, c'est que c'est un handicap invisible. Moi, il me manque pas de bras. Pourtant, mon bras, il me fait mal. J'ai l'impression qu'il tombe. Donc voilà. Donc l'idée de l'association, c'est ça, et parce que nous sommes diminués. Le mot, c'est handicapé. Le témoignage, je ne sais pas si vous allez pouvoir appeler cette personne, mais il y a des personnes qui ont perdu leur travail. Oui. Donc, on fera une autre émission parce que je pense qu'il y a de quoi faire et puis c'est bien de libérer la parole autour de cette question-là puisque, je le répète, il y a vraiment une omerta autour de ça, et ça complique effectivement la vie des malades alors qu'on devrait vous aider au final de compte. Pour aider l'association, on fait comment ? L'idée l'association, c'est déjà de venir nous rencontrer sur point l'adhésion. Sur Eloasso, qui déjà ou encore il y a sur notre page Facebook où on peut nous contacter par téléphone parce qu'on a besoin de moyens, automatiquement association, moyens financiers. Comme elles disent, on a des rencontres. Ces rencontres, il y a des intervenants, il faut les payer. Il y a des assurances, d'accord. Et pour ça, voilà, tant qu'on aura des adhérents déjà pour nous aider aussi, mais aussi, surtout, on attend beaucoup des adhérents qui ont ces effets secondaires pour qu'on puisse se regrouper, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse... Voilà, parce que malgré tout, avec le groupe de parole et les médecins ou encore des thérapeutes qui sont autour, on ne peut pas dire qu'on
qu'on guérit, mais on soulage, qui permettent d'avancer dans leurs activités, ben, de dire, bon, ben, moi, j'ai pu voir quelqu'un qui m'a aidé dans ce sens-là, ou aidé dans ce sens-là, mais se regrouper parce que nous avons du monde autour de nous, et au fur et à mesure, les jeunes viennent déjà en demande de se rapprocher, déjà ceux, et après, l'appel aussi à ceux qui ne se sont pas fait vacciner. On a besoin de vous. On a besoin de vous dans les activités. Comme ils disent, elles sont malades. Que l'on veuille ou pas, elles sont malades. Et on a besoin, pour les activités, il y a des trucs à faire. On a besoin de boire, des gens pour nous aider aussi à ce niveau-là, de tous les niveaux, quoi. Alors, de se rapprocher dans les adhésions, ou encore on va laisser des numéros de téléphone où vous pourriez nous appeler, prendre contact avec nous et on va donner des démarches à suivre. Très bien. Le mot de la fin pour Madame Lefer. Ah, Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Philippe. C'est pas que les personnes qui se sont pas fait vacciner, parce que justement, on est très peu écoutés par les personnes qui se sont fait vacciner. Parce que finalement, ils se sont fait vacciner. Nous, c'est la faute à pas de chance, en fait. Moi, j'ai rien. Voilà. Ah oui, mais tu te fais vacciner. Ah ben, moi, ça va. Hein. vous êtes le petit pourcentage de malchanceux. Voilà, on est les malchanceux. Et finalement, on est plus aidé par les non-vaccinés que par les vaccinés. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette étiquette pro-vax, anti-vax. Et on aimerait bien que justement les personnes vaccinées nous rejoignent aussi. On aimerait que les personnes qui ont des effets secondaires nous rejoignent, qu'ils ouvrent un peu, qu'ils prennent la parole en fait, parce que les gens sont chez eux à galérer, il y a des gens qui ont fait des AVC, il y a des gens qui sont en difficulté, on peut les aider à faire un dossier pour prendre en compte leur handicap. Donc voilà, il faudrait nous rejoindre, et puis bien sûr les médecins pour lesquels on a déjà fait des appels, et puis les professionnels de santé qui pourraient aussi nous aider. On a parlé du psychologue qui va intervenir, mais on peut avoir des bénévoles qui veulent bien intervenir de façon gratuite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les médecins qui devraient commencer à jouer leur rôle un petit peu plus activement, puisque si vous avez eu un médecin à l'écoute, ça n'a pas été le cas de tout le monde. On a aussi eu des témoignages, mais effectivement, on avait beaucoup de mal à faire ces personnes-là passer à l'antenne, puisque la pression était très forte. Mais j'ai entendu pas mal de témoignages justement de personnes diminuées dans leur activité, dans leur vie, et qui se heurtaient finalement à un mur à chaque fois qu'ils essayaient de parler de leurs effets secondaires. Limite, c'était traitement. C'est là que j'ai appris qu'on donnait des traitements justement par antidépresseurs à ces personnes, ce qui ne réglait en rien les problématiques, vous l'imaginez. En tout cas, un appel est lancé aux médecins. Je sais qu'il y en a beaucoup qui devraient venir vous rejoindre, n'est-ce pas, parce qu'ils savent exactement ce qui se passe. Mais bon, ça reste compliqué pour l'instant, mais on espère que la situation évoluera dans les prochains mois, puisque je pense que vous le savez, la vaccination devrait reprendre à l'automne prochain. A priori, on parle de vaccination des enfants, donc ça risque d'être un petit peu problématique. Le mot de la fin pour Madame Lefer. Le mot de la fin, c'est remercier en tout cas tous ceux qui nous ont aidés jusqu'à maintenant, parce que c'est quand même encore difficile, mais étonnamment, là j'en ai, c'est l'émotion, les larmes aux yeux, parce que c'est quand même beaucoup de personnes. Il y a eu une petite fraction de personnes humaines quand même. Et ça a été... et ça, je dois remercier ces personnes-là. Parce que sans ces personnes-là, je pense que je n'aurais pas cette force d'avancer en ce moment. Et la force aussi, je l'ai à cause, ou grâce, je ne sais pas comment dire ça, de toutes les personnes qui souffrent, que je côtoie par rapport à ces effets secondaires. Donc merci à tout le monde et courage à tous, parce que dans tous les cas, vaccinés, non vaccinés, effets secondaires ou pas, les temps sont durs pour tout le monde. Dans tous les cas. Voilà. Dans tous les cas. Et ça peut se compliquer pour n'importe lequel d'entre nous. Donc les jugements sont à éviter, surtout quand on est en détresse. Un contact quand même pour vous joindre. De contact. Alors, on peut nous joindre au 06 90 75 42 70 et 06 90 47 16 32. 47 16 32. 32. On a une page Instagram, une page Facebook. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup. AVAV Guadeloupe, donc c'est AVAV Guadeloupe, l'association AVAV Guadeloupe. des victimes d'accidents vaccinaux de la Guadeloupe. AVAV Guadeloupe.
Tout On est simplement. sur Facebook, Instagram. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir pour vos témoignages. Bon, je vous propose déjà, je l'ai déjà fait, mais je vous repropose en direct de réorganiser une autre émission. Si d'autres personnes veulent témoigner et veulent libérer leur parole, moi, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Je sais que c'est une soupape de décompression. On n'aurait pas dit, mais ça fait du bien de se vider. Et après, si on peut avoir des retours de personnes qui sont concernées aussi, ça peut toujours aider. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous faites et bonne continuation à l'association. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec de nouveaux invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous accueillons Tion Nyang, qui est entrepreneur social, conférencier international et écrivain. Il participera au Caribbean Business Meeting qui se tiendra ce jeudi, vendredi et samedi. On vous donnera plus de détails parce qu'il y aura de grosses conférences justement qui seront organisées et auxquelles vous devriez participer. En tout cas, bonsoir Monsieur Nyang. Bonsoir. Alors, on vous présente effectivement comme un entrepreneur social, mais vous avez un peu fait vos marques aux côtés de Barack Obama et d'Akon, deux grosses expériences. Moi, j'aimerais qu'on se focalise un petit peu plus sur Akon finalement, puisque si on doit faire un comparatif entre vos deux vécus, vous avez été aux États-Unis, vous vous êtes développé aux États-Unis, vous avez fait le choix de retourner finalement en Afrique. Idem pour Akon, les millions aux States, on retourne pour investir en Afrique. L'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. Pourquoi ce retour? Oui, comme vous l'avez dit, l'Afrique, c'est le nouveau Eldorado. L'Afrique est en construction. Mon continent est en construction. Et après tant d'années passées aux États-Unis, j'ai décidé de faire le retour. Au début même, quand je quittais le Sénégal, j'avais toujours en tête que c'était pour aller apprendre, pour aller comprendre le monde, pour pouvoir voyager, mais pour pouvoir retourner chez moi et participer sur la construction de mon pays et de mon continent. Donc c'était au début ce qui m'avait poussé de sortir du Sénégal. Donc après quelques années, j'ai dit, bon écoute, après les voyages que j'ai dû faire avec Akon sur le Akon Lighting Africa, ça m'a montré les vrais problèmes du continent. J'ai dû voir vraiment dans nos villages cette lack of opportunities, mais aussi tout ce qui est nos problèmes d'énergie, d'agriculture, tout ce qui est éducation, etc. Donc je dis, ben, écoute, tout ce qu'il y a à faire dans ce continent, je serais beaucoup plus utile chez moi que de rester à Washington et continuer à participer sur la construction des États-Unis qui est déjà en avance. Donc il faudra retourner chez moi et commencer à donner ce que l'Afrique m'a donné au début. Voilà, c'est pourquoi ce qui a motivé mon retour, c'est d'abord avec l'énergie, avec Akon Lighting Africa. Mais de là, j'ai dû voir, après d'autres opportunités sur l'agriculture, de voir que on a les terres arables en Afrique, on a cette jeunesse, on a la terre, on a tout ce qu'on a besoin. On devait normalement nourrir le monde. Il semblerait. Et c'est le contraire. Donc ça m'a vraiment frustré. Donc j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Il faudra... Moi-même, j'ai acheté des terres et j'ai commencé à faire l'agriculture, à cultiver la terre, retourner à la base, à l'essentiel, pour montrer à la jeunesse de mon continent que ceux qui vous nourrissent vous contrôlent et que nous devons nous-mêmes avoir cette indépendance de pouvoir nourrir notre population et même nourrir le monde, parce qu'on a tout ce qu'on a besoin. Comme on a dit au début, c'est ce qui m'a poussé au début à travailler sur l'agriculture. Et dès qu'on a commencé, petit à petit, il y a d'autres choses qui sont sorties. J'ai vu que la majeure partie de ces jeunes qui veulent retourner à la terre ont besoin de formation. Donc j'ai construit cet institut agricole et de leadership qui forme les jeunes sur les métiers agricoles, tout ce qui est agrobusiness. Et maintenant, ça marche très bien. On reçoit des jeunes de partout dans le monde, surtout de la diaspora même, qui viennent se former chez nous et de rendre l'agriculture beaucoup plus attractive pour que aussi on puisse investir dans nos villages, là où tout se passe, la base. Et si on le fait et que les jeunes puissent retourner à la terre, on pourra pas seulement nourrir l'Afrique. Donc pour vous, retourner à la terre, déjà, c'est une des opportunités à saisir. C'est une des opportunités à saisir. And the first opportunity too. La première en plus. Pour l'Afrique, oui. D'accord. Pour l'Afrique. C'est important parce que
ce que nous vivons aujourd'hui avec la guerre avec l'Ukraine nous a donné raison. C'est vrai qu'on trouve particulier que l'Afrique, la terre-mère, tout pousse là-bas finalement, que l'Afrique importe autant de nourriture finalement. Ça n'a aucun sens. J'avoue. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine et avant ça, le COVID-19. Les prix sont... Toutes les denrées sont vraiment expensives en Afrique aujourd'hui. C'est compliqué pour nos pays et pour nos dirigeants. Imagine le Sénégal, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on prend de l'huile jusqu'à Ukraine et le blé. Et then, le riz que nous mangeons sur notre plan de Tchèboudjen, on le prend jusqu'en Indonésie. Ça n'a aucun sens parce qu'on a de l'eau à gogo, on a la terre, on a tout. Donc, ce que cette guerre nous rappelle, c'est qu'il faudra travailler à la base pour cette indépendance alimentaire. Comment on peut tout faire pour pouvoir sécuriser ce que nous mangeons d'abord. Parce que si la population ne mange pas assez, on ne peut pas parler de projet, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'infrastructure. La base, c'est d'abord pour moi l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la santé. Ces quatre-là, si on ne peut pas les sécuriser, on ne peut pas garantir l'avenir pour nos populations. Ce qui est en train de se passer, c'est que puisqu'on n'utilise pas nos terres, maintenant, les autres pays viennent chez nous. Avant, ils nous envoyaient à manger. Maintenant, ils viennent acheter nos terres, ils cultivent chez nous et nous vendent ce qu'ils cultivent chez nous. Et ça dépendra de notre génération. Pour moi, c'est un combat générationnel. Est-ce que la jeunesse africaine n'a pas envie justement de récupérer ces terres, cultiver chez elle et vendre ses productions? Ce qui se passe, moi, je me réjouis que la jeunesse africaine est consciente aujourd'hui de ça. Et ça m'a même surpris que des milliers de jeunes qui viennent chez nous pour se former sur tout ce qui est agrobusiness, ça m'a surpris honnêtement. Ils sont très conscients de ça et les choses commencent à changer. Maintenant, ils ont juste besoin d'encadrement, d'opportunités, qu'on puisse pas seulement les former, mais leur donner les financements qu'ils ont besoin pour prendre la route et prendre ce relais-là et aider à nourrir la population africaine. Voilà. Alors, quand on voit ce qu'Econ a accompli avec une toute petite équipe en termes d'approvisionnement énergétique dans certaines villes, on peut se demander s'il n'y a pas une volonté politique de ne pas faire progresser l'Afrique. Quand on voit ce qu'un seul homme peut faire, des gouvernements, techniquement, auraient dû déjà pouvoir reprendre la main. Je pense que c'est jamais un seul homme. Il y a toujours des équipes derrière, il y a toujours des partenaires, il y a toujours des partenariats. Parce qu'un seul, on ne peut rien faire. C'est sûr, c'est sûr. Mais ensemble, on peut beaucoup faire. L'Afrique est encore plus challenging, plus compliquée qu'on pense. Parce qu'on a toujours, comme chez vous ici, notre passé qui nous suit un peu plus. Mais avec cette nouvelle génération, ça commence à changer. Si vous voyez ce qu'on a pu faire avec ce projet, c'était symbolique parce que ça montre que c'est dans l'unité qu'on peut vraiment réussir. C'est Econ, c'est moi-même, c'est Samba Bathily, un businessman malien. On a mis nos forces avec des partenaires locaux, des partenaires étrangers comme des partenaires chinois, américains, English, French, etc. Pour pouvoir, parce que le chantier de construction qu'on a en Afrique est tellement big qu'on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas un travail de 2 personnes, mais ça commence par la volonté de 2-3 personnes et ensemble on pourra inspirer à réécrire l'histoire de notre continent et partout où on est de la diaspora africaine. On parle de rééquilibrer un peu le rapport de force entre l'Afrique et d'autres puissances comme la Russie, la France ou les États-Unis, où on parle de rapports qui seraient plus de la prédation des Occidentaux sur l'Afrique, mais un rapport plus égalitaire, plus dans le respect. Est-ce qu'on tend vers ça? Est-ce que les Occidentaux acceptent? On n'a pas le choix. Cette nouvelle génération africaine de leaders, on ne va plus accepter ce qui s'est passé avant. L'Afrique est ouverte pour business pour tout le monde. Tout le monde peut venir, mais cette nouvelle génération dont je fais partie, on ne va pas continuer à accepter ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, on a voyagé le monde, on a compris ce qui se passe. Nation building, comment ça se passe dans les autres pays. Cette nouvelle génération va demander que d'abord, les ressources naturelles de l'Afrique va bénéficier d'abord les Africains.
et que tout le monde, tous nos partenaires sont welcome to do business in Africa, mais sur nos propres règles et nos propres rules. Et que tout le monde doit respecter ces règles-là. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire en France en tant que businessman, tu ne peux pas faire aux États-Unis ou en Chine. Mais avec nos aînés, tu peux le faire en Afrique. Tu viens là-bas, tu peux corrompre les élus, tu peux faire comme tu veux, tu peux prendre les ressources naturelles, si tu as du cash, tu peux faire comme tu veux. Mais avec cette nouvelle génération africaine, on dit que pas les gens de sortir, hein, parce qu'on est dans la mondialisation, on a la diaspora africaine qui est partout aux États-Unis, dans les autres pays, on ne peut pas aussi le dire, écoutez, vous sortez de là-bas, parce que nous, on est contre l'extrémisme. Mais ce que moi je suis, avec cette génération consciente africaine, qui est là aujourd'hui, présente, pour changer ce continent et réécrire l'histoire du continent, on va dire que assez, c'est assez. On va travailler ensemble, on a partnership based, gagnant-gagnant, que d'abord l'Afrique doit gagner, et sa diaspora. Et même si tu gagnes en Afrique, ça doit être dans des règles. Et ça, it's not asking for too much, you know, c'est pas compliqué. C'est le principe que tout le monde utilise chez lui. Je pense que c'est fair. Tout le monde utilise chez eux et on ne peut pas continuer à avoir les ressources naturelles africaines bénéficier le monde entier et l'Afrique tend la main pour demander de l'aide. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. On n'est pas pauvre. On est la terre la plus riche du monde entier. Comment est-ce que l'Afrique, cette terre tellement riche, est habitée par la population la plus pauvre du monde? Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi des gens comme nous, on retourne dans le continent pour changer to change the course of history, but that rhetoric needs to change. Est-ce que c'est changer le cours de l'histoire ou rectifier? Rectifier l'histoire, réécrire l'histoire, parce que it's all of that in once. L'histoire a été écrite par quelqu'un d'autre, et la façon dont elle a été écrite, c'est pas à notre faveur, mais c'est à nous aujourd'hui de réécrire ça, parce que nous sommes les rêves de nos founding fathers. Nous sommes les rêves de Patrice Lumumba, les rêves de Nkrumah, les rêves de tous nos founding fathers, de Nelson Mandela, etc. Ils ont essayé ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais ils ont rêvé qu'il y aura d'autres générations, leurs petits-fils vont arriver et vont continuer à réécrire cette histoire. Et nous sommes arrivés, on est conscients de ça. Et, je ne suis pas le seul. C'est des millions de jeunes Africains aujourd'hui qui sont partout dans le continent et de sa diaspora qui sont en train de travailler et pour changer le cours de l'histoire et aussi travailler avec la diaspora comme ici en Guadeloupe, créer ces ponts qui... Ça fait des décennies qu'on en parle du pont Caraïbes. On ne va pas parler, on est en train de le faire. D'accord. C'est fini la parole là. Non, ce n'est plus des paroles. Pourquoi je suis venu ici? J'ai pris des heures de vol pour arriver ici, à l'invitation de Chris et toute l'équipe derrière le Business Caribbean Meeting ici. C'est parce que ce n'est plus des paroles, c'est des actions. Cette génération, on est conscient de ça, qu'on doit créer ces ponts. La diaspora africaine, d'où elle se trouve, moi je vais partout dans le monde, jusqu'au Brésil, in the Caribbean, Colombie, partout, Canada, United States, pour créer ces ponts avec Afro Global Connect qu'on a lancé l'année passée, pour pouvoir travailler ensemble, parce qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes défis. Et si on arrive à travailler ensemble, on pourra créer des opportunités ici in the Caribbean, in Brésil, in Colombie, en Afrique et partout où on est dans le monde entier. Et imagine si cette diaspora est unie. Imagine si cette diaspora peut travailler ensemble. Imagine si cette diaspora peut se tendre la main. Ce n'est pas seulement le début de l'histoire pour l'Afrique, mais c'est le monde entier qui va bénéficier de ça. Et c'est ça mon combat aujourd'hui. Je pense que certains ne l'ont pas encore vu, mais dans le conflit qu'on a entre la Russie et l'Ukraine, on a vu qu'il y a deux blocs qui sont en train de se dessiner. Donc l'économie mondiale est en train d'être bouleversée. On a un gros géant qui est la Chine. Je pense que personne ne veut s'attaquer directement à la Chine, donc on passe aussi par des moyens détournés. Et je pense aussi que l'Afrique, je me demande et je vous demande si l'Afrique n'est pas en fait l'enjeu central dans ces turbulences qu'on traverse là au niveau mondial, au niveau économique. Est-ce que l'Afrique n'est pas le cœur finalement du problème et qu'on se dispute finalement le pays, enfin le continent à sous-sol plein? Ce que je peux te dire, c'est une belle opportunité pour l'Afrique parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la géopolitique mondiale,
tout se jouera en Afrique. Parce que non seulement on a les ressources naturelles, mais c'est des terres qui sont vierges. Il y a tout à faire en Afrique, tout reste à faire en Afrique. C'est pourquoi tout le monde entier, dans ces pays dont vous avez cité, sont présents en Afrique. Pas seulement présents, mais il y a des guerres géopolitiques qui sont en train de se passer en Afrique. Avec la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne, même Turquie, la Russie, etc. Et ça, si nous, nos leaders, parviennent à comprendre ce moment historique où l'Afrique peut vraiment prendre la main et faire partie des dirigeants de ce monde et de développer l'Afrique à notre manière, avec notre propre système qu'on peut créer, prendre de ce qui est bien de tous les systèmes qui existent déjà et laisser ce qui ne marche pas et créer notre propre système qui est à notre faveur. Et je pense que c'est ça notre challenge, nous, cette nouvelle génération de leaders, comment on doit exploiter cette opportunité pour qu'on ait cette souveraineté d'abord, cette souveraineté monétaire, cette souveraineté alimentaire, cette souveraineté qui existe d'abord sur notre géopolitique. Et ça, c'est extrêmement important et je pense que la majeure partie de ces jeunes leaders aujourd'hui sont en train de réfléchir sur ces questions parce que c'est des questions qu'on doit répondre. Parce que if we fail to respond to these questions, it will be for years for Africa to come to where it needs to come. Et ça, c'est vraiment stratégique aujourd'hui. Bon, l'avenir, je le dis toujours, de l'Afrique, l'avenir du monde entier, c'est en train de se jouer en Afrique. Pas demain, hein, aujourd'hui. C'est en train de se jouer aujourd'hui là-bas. Parce que ça dépendra the survie of Europe and many other countries that are there dépendra de ce que l'Afrique va faire. Donc, c'est une belle opportunité pour nous qu'on doit saisir et que ça doit d'abord bénéficier les Africains et la diaspora. Il faudra que nos leaders parviennent à défendre nos intérêts parce qu'on n'est pas pauvre, on ne peut pas continuer à tendre la main. C'est le contraire. Les gens doivent venir tendre la main à l'Afrique parce qu'on a tout ce qu'on a besoin. Donc tout ça nous édifie sur l'avenir radieux de notre continent. Alors, I'm very optimistic to the future of the continent. Vous avez raison d'être optimiste puisque vous avez tout là-bas. Exactly. Dans tous les cas. Yeah. Et effectivement, beaucoup disaient que le jour où l'Afrique prendra conscience de son pouvoir, elle dominera le monde. On l'a pris. Et je crois, oui, que c'est en cours, effectivement, et que ça affole un peu la communauté internationale qui ne sait pas encore comment ils vont vous gérer. Enfin, ils ne vont pas arriver, mais je pense qu'ils vont essayer dans tous les cas. Alors, vous êtes de passage en Guadeloupe pour une série de conférences. Justement, vous allez parler business. Comment ça va se passer? Écoute, c'est un moment de partage, un moment de connection, to share, partage encore. D'abord, je remercie les organisations, l'équipe qui a organisé ce rendez-vous avec the Caribbean Business Meeting. Donc, on va pas seulement partager, mais apprendre aussi de ce qui se passe ici, ce qui va nous lier ensemble et nous aider à créer ces ponts entre l'Afrique et sa diaspora, particulièrement ici dans les Caraïbes. Donc, je suis plus que honored but excited to be here and to participate in these 3 or 4 days of talks and experience sharing. Voilà. On va inviter la population donc à participer à ces échanges qui vont se dérouler donc jeudi, donc demain, ce sera à 15h30 au Prévert de Birmingham à Bemao. Ce sera un séminaire sur l'agriculture. Donc pour vous, c'est un des secteurs prioritaires pour le développement en Afrique et en Guadeloupe aussi, puisque nous on parle tout le temps d'autonomie alimentaire. Exactement, on en parle, mais on ne le fait pas encore. Mais ça viendra peut-être. Le vendredi 17, ce sera à 10h à l'hôtel Arawak au Gosier. Ce sera un séminaire sur le digital, puisque maintenant c'est passage obligé dans tous les cas. Et le samedi 18, toujours à 10h et toujours à l'Arawak au Gosier, il y aura un séminaire sur l'entrepreneuriat à l'international. On a déjà dit qu'on doit arrêter de rester sur notre petit marché. Il faut commencer à s'exporter. Effectivement, si on arrive à relier la diaspora, notre marché représente des milliards de têtes et ça représente des milliards d'euros, des milliards de tout ce qu'on veut au final de compte. Exactement.
Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Nyang, d'être Merci. venu sur ce Merci. plateau ce soir. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme du Focus. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Bisous, bisous tout le monde. Good.